Donc là, ici, on est dans la partie fabrication, transformation du blé en farine. Donc on est sur un moulin à l'ancienne, un moulin type astrier. Donc c'est un moulin comme que les anciens avaient, moulin à meule de pierre. Sauf que c'est électrifié, c'est tout automatisé maintenant. Voilà. À peu près automatisé. On a pour le principe de fonctionnement une trémie pour la réserve de blé qui descend à l'intérieur de la meule tournante, qui va développer le blé sur la meule dormante et ensuite sortir dans un tamis qui se trouve à l'intérieur. Tamis qu'on peut changer suivant le blé qu'on fait, suivant si on fait de la type 65 ou jusqu'à la type 110. Et quand on passe sur de la complète, donc la 150 chez nous, on enlève carrément le tamis parce qu'on met l'entièreté du blé. Donc le tamis est plus ou moins fin et donc va sortir plus ou moins de son. Le son qu'on va retrouver ici, le son qui correspond donc à l'enveloppe du blé. Et donc plus vous descendez dans les tamis, donc sur de la 65, c'est la plus basse qu'on trouve chez nous, moins vous avez de blé techniquement. Et donc quand vous descendez sur de la 45, ce qu'utilisent typiquement les pizzaiolos, et en fait vous allez avoir beaucoup de gluten pour pas beaucoup de farine, de blé, ce qui va permettre de faire des pâtes très élastiques. Mais du coup, d'un point de vue nutritif, on n'est pas sur quelque chose de très intéressant. Donc, je fais ma farine. Alors, la machine remplit les sacs automatiquement, parce que j'ai une vis sans fin qui fait donc toute la longueur, et qui va remplir le premier sac. Une fois que le premier sac est rempli, ça va déborder dans le deuxième, puis dans le troisième, dans le quatrième, puis dans le cinquième. Quand le cinquième est plein, j'ai un fin de course au bout qui arrête l'entièreté de la machine, ce qui me permet, moi, d'aller voir ailleurs, de ne pas rester à côté, et surtout de la faire tourner la nuit. Parce que c'est pas très rapide. Sur de la 65, donc c'est la plus fine qu'on fasse, et donc la plus longue à faire. Étant donné qu'on sort beaucoup de matière dans le son, forcément, ça met plus de temps à remplir les sacs. La 65, quand je la démarre à 8h le matin, quand j'arrive, elle se termine aux alentours des 16h30, 17h. Pour 5 sacs de 20 kg. D'un peu plus de 20 kg, parce que il y a 21-22 kg qui se font dans chaque sac. Mais sur de la 150, si je la lance à 8h, vers 14h, c'est tout plein, quoi. Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir faire tourner la nuit, parce que c'est quand même pas hyper rapide. Surtout que nous, on a une meule de 50, si je dis pas d'annerie, c'est une petite meule. Il y en a, ils ont des meules de 80, donc ça fait des machines plus grosses, qui ont un plus gros débit. Nous, pour notre structure, c'est pas forcément très intéressant. Ce matin, je comptais pas la démarrer parce que j'avais mon stock et que j'ai livré les boulangers hier. Donc, je refais pas de la farine avant 2-3 jours. Là, je l'ai démarré ce matin pour que vous ayez un exemple en cours de production, mais sinon, elle tourne pas 24 heures sur 24 tout le temps. Les week-ends, je la fais assez peu tourner pour vous donner un exemple. Voilà. Les raisons de farine, c'est indépendant des œufs ? Alors, ça dépend. On vend en 3 kilos dans les magasins bio. Et après, les sacs de 20 kilos, comme vous avez juste derrière vous, ça, c'est principalement des boulangeries. Et donc, une fois toutes les 2 semaines, je livre 2 boulangeries. Le boulanger qui a fait le gâteau, qui est super bon, qui est un peu notre référence sur la qualité de la farine, parce que lui, il est meilleur ouvrier de France en boulangerie, sur la partie boulangerie. Et donc, quand on a un changement de blé, je lui montre d'abord, je fais de la farine avec, je lui la donne, et lui, il me dit si ça va ou pas. Et après, on a un deuxième boulanger, c'est une association où ils font de la réinsertion de personnes un peu en difficulté. Et du coup, ils ont une grosse partie boulangerie, et donc les deux, je les livre en même temps, parce que évidemment, ça fait des volumes, et ça pourrait pas passer en même temps que la livraison des œufs. Mais en même temps que la livraison des œufs, j'ai des sacs de 3 kg qui sont juste derrière vous. Donc ça, c'est pour la partie fabrication. Après, il y a la partie ensachage. Donc quand les sacs de 20 kg sont pleins, comme celui-là, il fait à peu près 21-22 kg. Donc j'ai juste à le mettre sur la balance, enlever les kilos en trop, régime minceur. Je les ferme et ils sont prêts à être vendus.
pour les sacs de 3 kg, je m'amuse pas à les mettre un par un sur la machine. Je remplis des sacs comme ça, ensuite je vide dans ce qu'on appelle la girafe. Attention, c'est une invention de notre cru. La girafe, donc c'est un bel exemple de ce que disait Dominique tout à l'heure sur le fait de se débrouiller, acheter des choses d'occasion et de bricoler un peu pour être en autonomie. La girafe, ça, c'est à la base, c'est une chaise qu'ils utilisent dans les EHPAD pour les personnes âgées en difficulté pour les toilettes. Donc ils ont des chaises des chaises qui supportent du poids, qui ont des roulettes. Et par-dessus, on y a greffé ça, la tôlerie, on l'a fait plier à un gars du village. La vis, c'est une vis qu'on avait. Et un petit moteur qu'on avait aussi. Et après, les pédales, j'ai raccroché une pédale dessus. J'ai fait un petit bricolage pour avoir une sorte de colle de cygne au bout. Et je remplis mes sacs de 3 kg. Donc je vide ma farine à l'intérieur. Et directement sur ma balance, je mets mon sac de 3 kg, j'appuie sur la pédale. Et ça remplit mes sacs et je peux les faire à la chaîne comme ça, quoi. Et ça nous a coûté 50 balles à tout casser, quoi. Et une journée de bricolage, voilà. C'est à la débrouille, mais ça marche pas mal. Mais ça existe, pour en sachet, ça existe en achat direct. Mais c'est beaucoup plus cher et c'est pas forcément bien plus pratique. Et en plus, au moins, on a fait quelque chose qui correspond vraiment à l'endroit, à ce qu'on avait réellement besoin, et on n'a pas besoin d'aménager un atelier pour une machine qu'on aurait achetée à l'extérieur, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie farine. Pour l'alimentation de la trémie, on a donc une vis sans fin qui est quasiment à la verticale, qui passe dans la salle à côté, enfin dans le hangar à côté, parce que la trémie, alors elle n'est pas très grande, quand la trémie est pleine, si je la remplis au maximum de sa capacité, elle dure à peu près 4 heures. Elle met 4 heures à se vider, ce qui est assez embêtant parce que la nuit fait plus de 4 heures et je mets plus de 4 heures à remplir tous les sacs. Donc on a fait un système d'alimentation avec un capteur comme j'ai là derrière, un capteur de présence. Donc là j'ai un capteur comme ça qu'on a branché, qu'on a bricolé, qu'on a branché sur la trémie. Et quand ce capteur de présence détecte qu'il n'y a plus de blé devant elle, ça déclenche la vis là-haut, ça re-remplit, et ainsi de suite. Donc elle reste en fait tout le temps pleine. Dès qu'elle voit qu'il n'y a plus rien, elle a une temporisation de 30 secondes. Au bout de 30 secondes qu'elle voit qu'il n'y a plus rien, elle déclenche le moteur et ça alimente en permanence comme ça. Du coup, j'ai juste une grosse trémie de l'autre côté que elle, je remplis à la main. Et au moins, ça me fait pour 2 ou 3 jours de farine. Donc on va aller voir la partie... Alors on a un mélange de blé cultivé directement en mélange. Donc ça, il faudra demander à Dominique, parce que c'est lui qui gère les grandes cultures, à laquelle on rajoute du Valbona, qui est un améliorant. Donc c'est principalement du mélange, à laquelle on met un peu d'améliorant. Et donc suivant les années, on peut avoir plus ou moins de Valbona, plus ou moins de mélange. Des fois on a du Renan aussi, enfin ça dépend ce qu'ils cultivent. Donc suivant, après récolte, suivant les quantités qu'on a, on fait nos mélanges. Je le fais tester à Jacques Luenton, donc le gars du super bon gâteau de tout à l'heure, qui lui me dit si c'est bon ou pas. Et si c'est bon, on part comme ça pour l'année. Et si en cours d'année, on se retrouve à sec, qu'on n'a plus de blé, parce que c'était une petite année ou parce qu'il y a de fortes demandes en farine, et qu'on soit obligé, admettons, d'en racheter, pareil, je recalcule mes mélanges, je les refais tester, et puis et on part comme ça, quoi. Sinon, c'est tous les blés de l'exploitation. Oui, c'est normal. Normalement, c'est que du blé de chez nous. Il faut vraiment une année exceptionnelle où on soit en très forte demande de farine, ou soit une année catastrophique pour le blé, pour qu'on soit obligé d'en racheter. Mais ça arrive normalement, ça arrive pas, quoi. Ça vous est permis d'en racheter? Parce que là, on est sur la farine fermière, on est d'accord? On est sur la farine avec indiqué sur les étiquettes cultivée. Alors attendez, les étiquettes, on a là. C'est spécifié cultivé sur notre ferme. Donc ça, quand la fois où on a dû racheter du blé, on a refait nos étiquettes, enfin les étiquettes on en refait tout le temps, parce que je les colle tout le temps, donc voilà. Mais sur les étiquettes du coup, on enlève la mention cultivée sur la ferme pour être aligné avec la loi, quoi. Mais techniquement ça change rien à la qualité de la farine derrière, quoi. Type astrier, c'est le moulin, c'est ça? Ouais, en fait c'est le style de moulin. Tu vas trouver des moulins type astrier chez différents fabricants
de moulins. Ok. À savoir qu'ils ne sont pas hyper nombreux en France. Hein. Il y en a peut-être 4 ou 5 qui en font des moulins type Pastrier. Et c'est un principe de moulin qui a un principe intéressant, c'est qu'il développe le grain quand ça tourne, ça développe vraiment, ça le déroule. Alors que de la farine industrielle, c'est des cylindres, donc c'est écrasé le blé. Donc c'est pas du tout pareil. Là, on est vraiment, nous sommes sur un respect du blé maximal. Non, c'est vraiment que ça sort un son de meilleure qualité, surtout ça chauffe beaucoup moins et ça fait de la farine normalement bien meilleure. La pierre dormante et la pierre tournante, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y en a une qui est ronde, parce que pour tourner, c'est mieux rond que carré. Mais c'est les mêmes pierres. Les deux sont rainurés. Les deux sont rainurés et les rainurages sont faits en sorte de faire ressortir le... Et du coup, chose que j'ai pas dit, à l'intérieur, donc on a un tamis. Quand je fais de la 150 de la complète, le tamis, bah, on l'enlève, vu qu'on fait de la complète. Et au-dessus, on a une toile. Si je mets en route juste la partie tamis, on va voir que la toile, elle se met en pression parce qu'elle aspire tout ce qui est poussière fine. Ce qui évite d'avoir une salle remplie de poussière de partout, quoi. Et c'est très bon pour mes narines. Et mes poumons, exactement. Bah, après, je mets des masques parce que quand j'en sèche, par exemple, bah, ça met de la farine un peu partout. Et là, j'ai passé un coup de balai où vous veniez, mais normalement, c'est quand même un peu plus... on le voit là sur la table. Il y a de la poussière très fine, enfin poussière, c'est de la farine, mais très 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 fine et qui se dépose, qui est en sustentation dans l'air, quoi. En farine, pareil, je calcule pas trop. Légalement parlant, on ne doit pas dépasser 40 tonnes. Parce qu'en fait, sinon, après, on n'est plus sur les mêmes réglementations. Tu passeras d'incrément après. Ouais. C'est ça. En fait, déjà, pour atteindre 40 tonnes de farine, ouais, il faut y aller déjà. Mais on n'en est pas si loin que ça. Ça veut dire que la machine, elle tournerait de longueur. Pour avoir les 40 tonnes, ouais, il faudrait qu'elle tourne plus, ça c'est sûr. Là, elle tourne quasiment tous les jours, sachant que je la fais tourner à peu près 7 heures la journée et 7 heures la nuit, hein, grosso modo, c'est à peu près ça. Mais elle ne tourne pas 24 heures sur 24 en tant que telle, mais on n'est pas très très loin des 40 tonnes par an. Ouais. Nous, on fait que du blé. Ouais, non, que du blé classique. Ouais. Ouais. La seule chose, alors, il y a deux choses que je nettoie. C'est la toile, où faut la tapoter pour faire tomber la farine fine. Et après, je nettoie les tamis, parce que les tamis ont tendance à s'encrasser, d'une part, et deuxièmement, quand je veux les stocker, je veux qu'ils soient propres et que ça attire pas les bêtes, quoi. Ouais. Donc ça se nettoie, mais après le reste, bah, c'est comme dans n'importe quelle pièce, hein, balayage et nettoyage classique, quoi. Ok. Donc voilà. Et donc pour démarrer le moulin, on desserre les meules, parce que si on démarre meule serrée, ça va patiner, et la courroie elle aime pas. Donc on desserre les meules, on démarre. Et voilà. Et là on a un indicateur à ampèremètre qui nous permet de savoir si le moulin force trop ou pas. S'il force pas assez, ça veut dire qu'il y a un problème de descente du blé. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver pierre contre pierre et donc il va y avoir une usure prématurée. S'il force trop, d'une part il va finir par se mettre en sécurité et deuxièmement ça veut dire qu'il y a trop de blé qui descend et donc il ne va pas se dérouler correctement. Donc voilà. Bon, on va passer de l'autre côté, voir les stockages et le tri du blé. Vous faites attention, il y a trois petites marches, deux marches à la descente. Donc là, on est sur la partie triage et stockage. Quand le blé sort de la batteuse, que ce soit le blé ou n'importe quelle graine qu'on cultive, on la passe d'abord dans le gros trieur qui fait un travail un peu spécifique, c'est-à-dire que ça va faire beaucoup de volume en un temps assez réduit, donc c'est très pratique en sortie de batteuse où il faut vraiment enchaîner les bennes, mais par contre ça ne va pas faire un triage assez fin pour faire de la farine. Pour faire de la farine, il faut qu'il y ait le moins possible de mauvaises herbes, et notamment la vesse
on essaye de s'en débarrasser pour qu'elle n'arrive pas dans la farine, parce que pour le coup, la vesse, c'est une graine qui va modifier la qualité de panification derrière. Donc ça, faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Autant le reste des mauvaises herbes va se retrouver dans le son, donc c'est pas excessivement grave. Autant la vesse, c'est un peu embêtant. Et un gros trieur comme celui-là, donc qui travaille avec des grilles, hein, c'est un peu comme des tamis, les grilles qu'on voit ici, avec des brosses, n'enlève pas la vesse, mais permet de faire le blé assez propre pour pouvoir le stocker sans qu'il se mette à chauffer, quoi. Ça enlève toute l'herbe verte et compagnie. Donc derrière, moi, pour faire de la farine, il faut que je trie de manière plus fine. Et pour trier de manière plus fine, j'utilise un alvéolaire. Encore un bel exemple de ce que disait Dominique tout à l'heure sur le matériel d'occasion, qui date d'il y a plus de 100 ans, quoi, qu'on a électrifié, parce que c'était une manivelle à la base. Donc on l'a électrifié et ça marche incroyablement bien. Nos anciens faisaient déjà des trucs incroyables à l'époque. Et donc, principe de fonctionnement, une trémie en haut dans laquelle on met le blé, ça descend à l'intérieur de l'alvéolaire. Première partie, ça va sortir tout ce qui est barbe. Donc le blé qui n'est pas sorti de sa glume. Ça va sortir aussi les vesses qui sont encore dans leur enveloppe. Et de l'autre côté, ça sort le blé propre et tout au bout, ça va sortir justement la fameuse veste dont on cherche à se débarrasser, c'est les petites boules noires là. Et donc ça, il n'y a que avec l'alvéolaire qu'on arrive à le faire. Là, il y en a assez peu parce que je suis sur un mélange de blé où par chance il n'y en a pas trop, mais on en a eu où des fois à la fin il y a plus de vesses que de blé à la sortie du trieur. Donc ça veut dire que c'est quand même chargé dans le blé de base, quoi. Là, on perd un petit peu de blé, mais ça part après pour ceux qui veulent du blé pour les poules. Et donc voilà. Donc j'ai mes stockages des différents blés, donc le mélange et le Valbona notamment. Il y a des années, on avait d'autres mélanges, on avait du Renan, on avait d'autres, voilà. Donc je fais mes mélanges, je les passe à l'alvéolaire, ça permet aussi de les brasser et de bien les mélanger correctement. Une fois que j'ai rempli mon palox, je le vide dans cette grande trémie. Dedans, je rentre un palox complet. Et là, après, ça alimente mon moulin pendant 2 jours complets sans que j'ai besoin de réalimenter derrière, quoi. Donc l'avantage de la farine, c'est quand même on arrive le matin, je m'occupe de la farine pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'enlève les sacs, je mets mes nouveaux sacs, je relance le moulin. Et après, ça travaille tout seul toute la journée. Le soir, j'y reviens. Je ferme mes sacs, j'en mets de nouveau, ça tourne la nuit, et ainsi de suite. Il y a assez peu de... C'est une transformation qui se fait assez bien, où on n'a pas besoin d'y être en permanence, quoi. Alors, entre les silos, il n'y a pas de transfert entre silos, mais par contre, chaque silo est équipé d'une vis. Et donc, je tire à la vis le grain. Mais quand en sortie de batteuse, on recule la remorque, ça vide dans la trémie, dans la fosse qui est derrière vous, là, qui est fermée. Ça monte avec des vis à l'intérieur de la machine et ça ressort là devant. Et donc d'ici, après, soit je travaille avec cette vis que je plante là et pour après renvoyer dans une autre benne ou autre chose, ou alors je descends cette grande vis là qu'on peut orienter où on veut. On a un peu des palans un peu partout pour pouvoir les manier et pouvoir remplir nos différents silos, quoi. Ah, ça débite bien plus que la batteuse. Ah oui. Ah oui, non, ça déboîte. Ouais. Mais dans le principe, c'est comme à l'intérieur d'une batteuse. Ça fonctionne pareil, sauf qu'il y a une énorme ventilation qui sort à l'extérieur et qui permet d'aspirer tout ce qui est poussière et léger, quoi. Le bon blé, en fait, il sort... alors, historiquement, on voit qu'il y a des numéros là, qui sont là. Historiquement, ils avaient des bacs, parce que ça, c'était presque au sol, hein. Et donc ils avaient des bacs et un bac par numéro parce que ça correspond en fait à différentes tailles de blé. Donc là ça sort le blé cassé, le petit grain, là le blé moyen et là vraiment au bout ça sort le gros grain. Nous pour la farine, que le blé soit cassé, qu'il soit petit, moyen ou gros, on s'en fout, ça part tout en farine. Donc globalement j'ai mis un palox dessous avec deux versoirs pour récupérer vraiment toute la largeur, pour que ça tombe là-dedans. Par contre, quand je trie pour la semence,
je redispatche, c'est-à-dire que j'inverse mes tôles et je mets 2 palox, parce que le blé cassé, pour le coup, je le veux pas dans la semence. Et je vais garder du blé vraiment sans veste, bien propre au maximum, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie blé et transformation, et puis on va aller voir l'huilerie qui est de l'autre côté. Donc ceci est un pressoir, une presse à huile, c'est tout petit. Comment ça fonctionne? Donc on a une trémie en haut, ça tombe par gravité, le grain entier, presque sorti de batteuse. On passe juste un coup au grand trieur dont je vous ai montré tout à l'heure, histoire d'enlever quand même un maximum de bûches. Mais ça, sinon, le grain, il est tel quel. Il tombe par gravité, il tombe dans la machine, et le fonctionnement de la machine, pour vous représenter à l'intérieur comment c'est comme chez le boucher, chez le boucher. Quand il vous fait des steaks hachés, ou la machine à saucisse, vous avez une vis qui tourne à l'intérieur d'un tube, et qui va venir écraser la viande à travers une grille ou des petits trous. Et ben là, c'est pareil, sauf que les petits trous ne sont pas au bout, ils sont sur les côtés. Donc le grain se fait presser, il se fait presser contre la paroi qui est au bout. Là, contre cette paroi-là, la compression fait que l'huile va sortir par les petits trous, et à travers cette paroi, on a une buse comme celle-ci, avec un tout petit trou, qui va laisser passer, elle, le tourteau, donc la matière sèche. Donc l'huile sort par là, la matière sèche sort au bout, et vient dans ma goulotte, et après ça part dans un big bag à l'extérieur. Cette buse, on en a des différentes tailles et différentes épaisseurs aussi. C'est le seul réglage que j'ai. Enfin, il y a 2 réglages. Il y a ce réglage-là et la vitesse du moteur. Mais le principal réglage, ça reste celui-là, c'est la taille de la buse. Si j'ai une buse très grande ouverture, la pression à l'intérieur du pressoir va être assez faible et donc je vais sortir moins d'huile. En revanche, si je mets une buse plus fine, voire même plus épaisse, ce qui fait à peu près la même chose, ça va augmenter la pression. Et augmenter la pression veut dire meilleur rendement. Et donc on joue là-dessus pour avoir le meilleur rendement sur la durée. C'est-à-dire que la machine, elle tourne à peu près 4 semaines, 5 semaines dans l'année, au total. Mais quand je fais un pressage, c'est-à-dire que je remplis tous mes bidons qui sont derrière vous, c'est à peu près 1 semaine et demie, voire 2 semaines de pressage continu. C'est-à-dire que du moment que j'ai démarré la machine, elle ne s'arrête plus jusqu'à la fin du pressage, jusqu'à ce que tous les bidons soient remplis. Et pour avoir un rendement qui soit bon sur la semaine complète, il faut avoir le bon réglage. Pourquoi? Parce que si je mets une buse trop fine, je vais avoir un super bon pressage au début, et qui après va bloquer la machine. Parce que trop de pression, elle va trop forcer, et vu qu'elle a quand même tendance à s'encrasser au fur et à mesure du pressage, et ben ça va finir par tout bloquer. Je vais casser la vis de sécurité à l'intérieur, et on aura tout gagné. Et si je fais un pressage trop faible, et ben en fait on va perdre tout simplement de l'huile qui va partir dans le tourteau. Donc le but du jeu n'est pas de trouver, n'est pas d'avoir le meilleur rendement, mais d'avoir le rendement le plus équilibré pour aller le plus loin possible. Et on est à peu près, grosso modo, à du 3 pour 1. Donc 3 kg de tournesol pour 1 kg d'huile, 1 litre d'huile en sortie, quoi. Ça y est, le réglage, une fois que tu l'as, ou ça dépend? Alors, ça dépend des années. Ouais, chaque année, je revérifie mes réglages, parce que d'une année sur l'autre, le tournesol peut être plus ou moins bon. Si dans mon tournesol, j'ai beaucoup de bûches, je vais avoir un rendement un peu moins bon, parce que la bûche va sortir dans le tourteau, et fatalement, ça me fait descendre mon rendement. La bûche, c'est... là, je crois que j'ai du déchet. Dans le tournesol... Dans le tournesol, j'ai une partie du tournesol qui vient avec la graine. Ça, tu l'as pas, pourquoi tu l'as pas trieur? Eh ben, on l'enlève au maximum au trieur, mais plus tu l'enlèves, plus tu enlèves du grain aussi. Et techniquement, pour presser, elle nous embête pas, elle finit dans le tourteau. Ça, si tu es un trieur peut-être plus récent, tu arriverais à... Ouais, mais il n'y aurait pas spécialement d'avantage, parce que moi, au pressage, elle ne m'embête pas. Elle part dans le tourteau, donc juste, en fait, si tu sais que tu en as beaucoup, tu sais que tu vas avoir un rendement un peu moins bon,
mais pour la même quantité de tournesol. D'accord. Donc en fait, c'est un petit calcul, enfin c'est un peu d'expérience à avoir pour savoir si ton rendement est bon ou pas en suivant la qualité de ton grain avant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ouais, bon, après ton réglage. Mais le réglage, par contre, tu le vérifies chaque année parce que suivant déjà la qualité de ton grain, si c'est du petit grain ou du gros grain, tu vas pas avoir le même rendement parce que du petit grain, tu auras fatalement plus de coque et donc moins d'huile. Et suivant ton taux d'hygrométrie aussi, ton rendement sera aussi pas le même. Parce qu'il ne faut pas faire sortir en tourteau trop gras non plus. Parce C'est que exactement ça. sinon, c'est pas dégueulasse. Ouais. C'est comme ça que tu vois, c'est en fonction de la. Exactement. Le tourteau, alors là, j'en ai pas à vous montrer, mais parce que il est dans des big bags ailleurs. Mais suivant la couleur du tourteau et comment il se tient, on sait si on a un taux de rendement assez bon ou pas. Si le tourteau il s'écarquille tout, il est un gris un peu pâle, on sait que le pressage n'est pas assez fort. Par contre, s'il sort, qu'il se tient bien et qu'il se casse comme on casserait une spaghetti un petit peu, et qu'il est un gris souris, gris un peu noir, eh ben on sait qu'on est sur un bon rendement. Et après, moi, les rendements, de toute manière, je les fais aussi en prenant de l'huile et du tourteau, je pèse les deux, je fais couler les deux pendant 1 minute au même moment, et je pèse les deux et je vois à peu près, je fais mon calcul avec 2-3, quoi. Et comment tu sais si, à contrario, tu presses trop, Si je presse trop, je vais avoir un super bon rendement. Donc au lieu d'être à 33-34%, je vais être à 40%. Mais par contre, il ne va pas durer le 40%. Ça va durer 1 heure, 2 heures. Et après, ça se casse la figure à 20%, 30%, 20-25%. Et pour au final bloquer complètement la machine. Ça, c'est dû à la presse qui est peut-être pas assez grosse ou. Ça, c'est une grosse presse type un peu plus indus. Ah ouais, ils sont pas sur les mêmes, ils sont pas sur les mêmes dimensions. Mais moi, si j'ai un très bon rendement, ça veut dire que le pressage est très puissant. Mais qui dit pression très puissante, dit fatalement que ça va finir par péter, quoi. Ouais, il y a une contrainte mécanique limite. Donc voilà. On a sur la machine donc l'huile qui sort par là, le tourteau qui sort par là, et on a un système de chauffe de la machine, alors qu'on appelle ça une pression à froid. Pourquoi? En fait, on ne peut pas lancer la machine à froid. La machine a besoin d'être chaude pour que l'huile puisse sortir et que ça puisse fonctionner correctement. Le tourteau ne sort même pas, en fait. Quand la machine est froide, si on la lance comme ça, le tourteau, il n'arrive même pas à sortir. Déjà que comme ça, le premier jet de tourteau, il galère à sortir. Mais alors à froid, complètement à froid, ça faut même pas y penser. Donc, on chauffe la machine, mais elle se régule toute seule. Donc, il y a un capteur de température qui est là. Quand elle sent qu'elle est assez chaude, elle coupe la chauffe. Et en fait, la chauffe derrière est maintenue uniquement par le fait d'être en pression. Parce que là, c'est une question de physique. Plus on augmente la pression, plus il y a un dégagement de chaleur. Et donc, on ne chauffe pas le grain pour avoir du rendement, on chauffe juste la machine pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Contrairement aux industriels qui, eux, chauffent le grain en amont pour améliorer le rendement derrière. Parce que si le grain, il arrive qu'il est déjà chaud, et ben derrière, on extrait plus d'huile. Et en plus de ça, ça permet de dénaturer le tournesol et d'avoir une stabilité au niveau du goût. Alors que chez nous, c'est de l'huile qui a le goût de tournesol, quoi. Tout bêtement. Mais du coup, c'est une pression à froid, mais c'est quand même chauffé. Et quelles que soient les pressions à froid, en fait, c'est toujours chauffé comme ça. Mais ça veut juste dire que c'est pas chauffé en amont, donc non dénaturé. Et quand tu parles de la température qui règne, on est de l'ordre de quel... Alors on est dans les 70 degrés, 75 degrés. Je peux poser la main dessus, mais juste comme ça, quoi. C'est pas brûle, enfin, si ça brûle quand même, mais je veux dire, on n'est pas sur un truc où on a la peau qui a se coller, quoi. Hein. L'huile, elle, n'est pas à 70. Non, l'huile n'est pas à 70. La machine est à 70, mais l'huile, par contre, je peux mettre la main, faire couler l'huile sur la peau, il n'y a pas de souci. Le seuil de la douleur, c'est 50 et quelques degrés. Ouais, mais je suis vaillant. Là. Oui. Et le moteur, il tourne à combien? Alors, le moteur, alors il y a un démultiplicateur, je crois, à l'intérieur, mais ça tourne pas excessivement vite. Là, on fait du 4 litres à l'heure. Donc, 4 litres à l'heure, sachant que les bidons font 200 litres, il y en a pour un moment avant de les remplir. Oui, c'est à peu près ça, ouais, un peu plus, ouais. Ouais, tout à fait.
Et ça tourne en continu. En fait, à partir du moment où la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter, à moins qu'elle s'arrête toute seule, évidemment. Mais il ne faut plus l'arrêter jusqu'à ce que tout soit terminé. Pourquoi? Parce que là, à l'intérieur, c'est vide, il n'y a pas de tournesol, il n'y a pas de pressage en cours. Si on la démarre, il y aura du tournesol, et donc il y aura du tournesol qui sera compacté à l'intérieur. Et donc, si la machine s'arrête trop longtemps, elle peut s'arrêter pendant un quart d'heure, le temps de faire une petite maintenance, déboucher, ou voilà. Mais il ne faut pas que ce soit plus, parce que sinon, elle va justement refroidir, et là, c'est impossible de redémarrer. Ça casse la vis de sécurité instantanément, parce que ça devient littéralement du béton. Quand je nettoie toute la buse et tout le système à l'intérieur, j'y vais à coups de marteau, quoi. Ah oui, Mais littéralement. C'est-à-dire que la partie au bout est tellement compacte que, en fait, ça devient, c'est de la pierre, quoi. Ça veut dire que le tourteau qu'on reçoit pour l'alimentation des animaux, à un moment donné, donc c'est issu de ça, on est d'accord, mais il n'y a pas eu de transformation, ni de pressage, ni quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il sort brut. Et le tourteau sort brut, ouais. Quand vous voyez les morceaux de tourteau qui ressemblent à des tubes, en fait, c'est juste sorti là. Les bouchons. C'est ça. Là, en fait, ça sort un tourteau permanent, et juste il finit en petits morceaux parce que il passe, parce qu'il se casse, ouais. Tout à fait. Et du coup, l'huile tombe dans un premier bac. Désolé pour le micro. Tombe dans un premier bac de décantation, fait en deux parties avec un séparateur, une séparation au milieu. L'huile tombe dans ce premier carré, et nous on récupère l'huile dans le deuxième carré. Alors comment ça fonctionne? Quand on presse de l'huile, on s'imagine de l'huile bien jaune et dorée qui sort du... Pas du tout. Ça ressemble à une sorte de... Ouais, c'est gris, en fait, c'est plein de micro-poussières et de micro-fibres qui sont à l'intérieur de l'huile et qui ont besoin d'être décantées, d'être reposées. Donc, on a cette huile un peu cracra qui tombe à l'intérieur, qui en plus de ça fait de la mousse, parce que dans le tournesol, il y a quand même un taux d'humidité même faible, il y a quand même de l'eau. L'eau et l'huile sous pression, ça fait de la mousse. Donc on a un petit peu de mousse qui se dépose en surface et qui reste bloquée dans cette partie, ce qui permet de ne pas la retrouver dans nos bidons. Et deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une première décantation des fibres lourdes qu'on ne veut pas retrouver justement dans nos bidons. Parce que plus on en enlève ici, moins on en a dans le bidon, et plus on a de la bonne huile dans le bidon finalement. Donc ici on a une première décantation qu'on nettoie matin et soir avec une sorte de petite épuisette. On va racler le fond littéralement, et je remplis des petits seaux à côté, et ça permet d'avoir une huile déjà un peu plus propre avant qu'elle arrive dans nos bidons. Quand elle arrive dans nos bidons, comme je disais, elle est gris-noir, elle est pas très propre. Il faut attendre ne serait-ce que déjà en 1 heure, on voit une première décantation, on voit déjà commencer à apparaître le jaune, la belle couleur or de l'huile. Mais il faut attendre au total 2 mois pour que la décantation soit complète et que je puisse la récupérer et la transférer ensuite dans des bouteilles ou des cubis. En fait, si vous voulez, plus c'est exponentiel, plus on attend et plus c'est lent à décanter. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois, on a vraiment une couche de boue compacte où il n'y a plus d'huile à l'intérieur qui est déposée au fond, et tout le reste, c'est de l'huile bien dorée. Mais déjà, en 1 heure, en fait, on a déjà une première phase qui s'est faite, et techniquement, on pourrait déjà commencer à récupérer le dessus. Mais plus on attend, et plus... voilà. Donc, j'ai mes bidons qui sont derrière vous, des bidons de 200 litres. Donc là, pour remplir les 6 bidons, je crois que je mets 1 semaine et demie à peu près, presque 2 semaines, s'il n'y a pas de galère. Parce qu'en fait, la machine, s'il y a une micro-coupure de courant, donc juste un scintillement sur les lampadaires, hein, et ben, elle se coupe, elle ne redémarre pas toute seule. Donc si ça arrive la nuit, comme par exemple si quelqu'un se prend un poteau électrique en bord de route, et ben derrière, le lendemain matin, il faut tout démonter, tout nettoyer, tout relancer, enfin faire tout le processus de démarrage, parce que la machine ne redémarre pas d'elle-même, quoi. Donc, mes 6 bidons sont remplis, 2 mois d'attente. Ensuite, je peux extraire l'huile. On fait du cubi, donc cubi de 3 litres, hop, que vous avez là. À l'intérieur, c'est tout bêtement, comme vous connaissez, c'est une poche
La poche, je la remplis avec... ça aussi, c'est du bricolage, mais ça marche formidablement bien. C'est une pompe à graisse. Je vous rassure qu'on a acheté neuve. Hein. On n'a pas récupéré celle de l'atelier pour le faire. Mais pompe à graisse avec directement la balance. Et ça permet de mettre du coup 2,7 kg. Parce que l'huile n'a pas la même densité que l'eau. Donc on est sur 2,7 kg de matière pour 3 litres d'huile. Et pour les bouteilles, on a une petite machine, une petite machine à vide, là pour le coup qu'on a dû acheter parce que sinon c'était compliqué à bricoler. C'est juste une pompe à vide et qui arrête le remplissage de la bouteille quand la bouteille est pleine, quoi. Et donc ça c'est vraiment le modèle de base premier prix entre guillemets. Sinon après il y en a des plus grosses qui remplissent plusieurs bouteilles en même temps. Mais pour le nombre de bouteilles qu'on fait, c'était largement suffisant. Parce que le gros de la vente, c'est les cubis, et c'est bien plus rapide de faire des cubis que de faire des bouteilles, donc ça nous arrange pas mal. Et c'est plus rentable de faire des cubis aussi. Donc, ça coûte moins cher pour celui qui achète. Et ça coûte moins cher pour celui qui achète. Parce que, encore une fois, Dominique, dans sa grande sagesse, son but était de faire les deux, pour que les gens, une fois qu'ils ont leur bouteille, achètent des cubis et re-remplissent leur bouteille s'ils ont envie de remplir la bouteille. Donc tout est bien pensé. Et là, le processus, vous commencez à quelle période du coup? Ah, quand on veut. Mais C'est en fait, si vous voulez, j'ai mes stocks d'huile et quand je vois que j'arrive à la fin de mes stocks d'huile, alors il faut aussi prendre un peu l'avance parce qu'il y a quand même 2 mois de décantation. Mais quand je vois que dans 2 mois j'aurai mon stock qui sera épuisé, bah, je relance un pressage. Alors je prends un peu plus de marge quand même pour pas me faire avoir, mais globalement c'est ça. J'ai pas une période dans l'année où je me dis tiens, hop, à cette période c'est pressage. En fait c'est quand ça tombe, quoi. C'est pas intéressant de le faire plutôt en été quand il fait chaud, non? Non, parce que non, ça changerait pas grand chose. On n'a pas un meilleur rendement en été qu'en hiver. Ouais. Mais parce que si tu veux, le grain aussi en cellule, en fait il reste frais. Quand il fait 40 degrés dehors, si tu plantes le bras dans du grain, le grain il est frais au milieu. Il chauffe pas, si tu veux. S'il est bien sec. Ah bah oui, notre grain il est sec, ouais. Ouais. Pour le tournesol. Ah mais le blé c'est pareil. Hein. Ah, le blé, tu plantes la main dans du blé, le blé il est frais. Hein. C'est lié à l'inertie. Oui, c'est juste l'inertie. Ouais. Il y a dans les gros silos des accidents, quand ça chauffe. Ah non, mais ça c'est autre chose, ça. Ça, c'est si ton grain est mal trié, qu'il y a encore de la verdure à l'intérieur, la verdure... ouais, exactement. Oui, c'est ça, ou trop humide, ouais. Nous, il n'y a que le millet qu'on refroidit, qu'on ventile pour le faire, baisser en hygrométrie, justement, pour pas que ça chauffe. Mais le blé, il n'y a pas besoin de le faire. Le tournesol, ça nous arrive suivant les années, parce que les ramasses du tournesol, des fois c'est un peu aléatoire au niveau hygrométrie. Donc lui, on le ventile aussi pour faire baisser le taux d'hygrométrie. Mais une fois que le taux d'hygrométrie est stable, lui, il reste froid, quoi. Et il faut qu'il reste froid, parce qu'il chauffe, en fait, on perd la récolte globalement. Fin de la visite, pensez à votre guide.